Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 105 du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on poursuit notre contenu sur les espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH en recevant Pascal Lapointe de Tout sur le hockey, Espoir et tout sur le hockey podcast. Pascal, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Toi, ça va bien? Ça va super bien, très content de te recevoir à nouveau pour parler des principaux espoirs qui retiennent l'attention. Puis on sait qu'à chaque année, les différents mock drafts défilent nos actualités sportives et les manchettes. En bout de ligne, c'est un exercice qui est plus plaisant qu'autre chose à faire. Je pense on peut y aller d'une certaine projection. On n'est pas dans les secrets des dieux. On ne fait pas partie des war rooms des équipes de la Ligue nationale. Donc, c'est ce qu'on vous offrira dans l'épisode d'aujourd'hui, une version 2025 d'un mock draft qui est bien propre à Pascal, puisque cette saison, par l'entremise de Tout sur le hockey sur le site, tu proposais un mock draft qui était constamment mis à jour avec les espoirs, avec les équipes aussi qui changeaient de position. Bien, finalement, là, en tout cas, pour ce qu'on va discuter aujourd'hui, là, les positions 1 à 17, les équipes, ça ne changera plus. Sur ta liste, Pascal, donc ça va être important de comprendre que les joueurs qui sont mentionnés là, c'est pas nécessairement l'ordre de ta liste, c'est plutôt le fit par rapport aux équipes qui sélectionnent à tel rang. Donc, c'est vraiment simplement dans le but d'informer les gens un petit peu de quel type de joueur chaque équipe aurait besoin et quels espoirs pourraient cadrer dans ce moule-là. Donc, l'exercice est toujours intéressant à faire. Et avant de commencer, je voulais te demander, est-ce que ta liste, est-ce que ton mock draft, il est final? On sait qu'en ce moment, il n'y a que Caleb Desnoyers qui est encore en action à la Coupe Memorial avec les Wildcats de Moncton. Restera les entrevues, le combine, mais le gros le gros de la tarte, de la portion de gâteau est fait déjà, là. Ouais, le scouting est pas mal terminé pour cette saison. C'est sûr que le Combine est encore là, puis la Coupe Memorials aussi. Puis aussi, il y avait le senior, là, parce que Martin était là, mais il était né aujourd'hui. C'est terminé maintenant pour lui. Commençons directement là, avec les Islanders de New York qui ont été les grands gagnants de cette version 2025 de la loterie de la LNH. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de débat ni de suspense. Le joueur que tu places en premier et qui devrait être sélectionné par les Islanders au repêchage, c'est le défenseur Matthew Schaefer. Ouais, ça devrait être Matthew Schaefer qui sont en premier. C'est sûr que Michael Misha est dans la discussion aussi. Mais je pense vraiment qu'ils vont y aller avec le défenseur numéro 1 potentiel de Schaefer. Un gars qui base son jeu sur la mobilité, qui est vraiment, oui, offensif, mais défensivement, il est là aussi. C'est vraiment quelqu'un qui rend son équipe meilleure, même pas sur sa paire, même quand les gars, il n'est pas sur la glace. Tout le monde, on dirait, va dans le même sens quand Matthew Schaefer est là. Ça a vraiment été apparent avec Herrier cette année. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère aussi. On a lu certains textes en fond que l'année passée, il a perdu sa mère. Sa mère est décédée. Okay. Puis aussi sa mère de pension de hockey. Wow. Donc, ça a été difficile pour lui l'année passée. Puis là, en plus, une année l'année passée. Qui l'a fait manquer en fait toute la saison depuis le championnat mondial junior. Oui, exact. Une fracture à la clavicule qui a probablement eu des complications par rapport à sa réhabilitation parce que pas supposé manquer autant de temps à cause d'une fracture à la clavicule. Tu parlais de Michael Misa, c'est intéressant parce que les Highlanders ont des besoins partout, là.
On Ouais. s'entend à part Cole Iserman et Killem Richie qu'ils ont acquis, la banque d'espoir est pas mal vide. Et ça a paru aussi dans leur saison dans la Ligue américaine. On a terminé dans les bas-fonds de la LAH. Donc, on a Noah Dobson qui est un droitier. On pourrait le compléter avec Matthew Schaefer, même si on n'est pas au beau fixe avec Noah Dobson, mais Matthew Schaefer sur une potentielle première paire à gauche avec un Noah Dobson pour le supporter, ça pourrait être quelque chose de bien équilibré et de dominant pendant plusieurs années pour les Highlanders. Ouais, vraiment. Tu sais, Dobson, il y a un petit peu de. Il y a tout pour plaire, Dobson, mais il y a eu une saison vraiment difficile cette année qui était, il avait pas un jeu super inspiré. Il y a surtout défensivement puis physiquement aussi. Puis Schaefer, c'est ça qu'il amène. Lui, il amène la petite étincelle d'un deux côtés de la patinoire, puis aussi capable physiquement. Donc avec Romanoff aussi, sa deuxième paire. Parce que là, il était sa première paire cette année. Donc éventuellement, sur une deuxième paire, on va avoir Alexander Romanoff. Puis Schaefer, sa première. Je pense que ton top 4 à gauche est pas mal réglé. Effectivement. En deuxième position, eh bien, il n'y aura pas trop de, trop de suspense non plus. Là, on vient de le mentionner, mais là où il peut y avoir un certain questionnement, c'est que la banque d'espoir des Sharks de San Jose est remplie, elle déborde, contrairement aux Islanders. À la position de centre, on retrouve Macklin Celebrini. On a vu Will Smith qui a fait son entrée cette année. On a acquis un gardien, Yaroslav Askarov. On a encore un jeune William Eklund. Quentin Muskie, Sam Dickinson dans la défense, Mouk Manadolin aussi qu'on a vu faire ses débuts. Donc, on en a beaucoup partout. Mais je pense qu'effectivement qu'un Michael Misa, ça serait très difficile. Et c'est ton choix en position numéro 2, ça serait très difficile de passer par-dessus lui. Là. Oui, exact. C'est sûr que leurs besoins seraient peut-être plus en défensif. C'est ça qui est dommage d'avoir manqué le premier rang de la loterie pour San Jose. Ils ont Sam Dickinson, mais le restant, c'est plus vraiment des 5-6e défenseurs. Donc, surtout à l'attaque, ouais. Ouais, puis c'est vraiment à l'attaque leur force. Avoir un centre comme Misha, est-ce que c'est un centre dans le futur? Peut-être, peut-être pas, on sait pas. Mais ce qui est bien, c'est que lui et Will Smith, ils n'ont pas la même latéralité. Donc, ils pourraient peut-être se partager la besogne au niveau du cercle de mise en jeu, puis la besogne au centre aussi. Donc, puis c'est vraiment complémentaire parce que Misha, c'est vraiment plus un marqueur de but. Will Smith, c'est vraiment plus un gars de finesse qui va construire les jeux. Donc, dans l'avenir, c'est vraiment deux joueurs qui seraient intéressants, en plus de Celebrini, qui est comme l'homme à tout faire. Donc, c'est cher de les voir sur le power play, ce trio-là. Ça risque d'être explosif, définitivement. Là. 134 points en 65 matchs, Misa, dont 62 buts. Ça serait intéressant de voir aussi... on entend toutes sortes de choses de son côté. L'année prochaine, s'il se fait choisir par les Sharks, est-ce qu'il opterait pour directement dans la LNH s'il y parvient? Est-ce qu'il y a des rumeurs qui pourraient l'envoyer au sud de la frontière américaine dans un certain programme américain? Donc, à voir. Mais je pense qu'on ne se trompera pas du côté des Sharks en sélectionnant Michael Misa. Au troisième rang, je pense que potentiellement les perdants de cette loterie-là, oui, les Sharks auraient eu le premier rang, mais je pense que du côté de Chicago, on salivait un peu à l'idée d'avoir un Misa potentiellement avec un Connor Bedard. Reste qu'ils vont quand même être en excellente position au troisième rang. Tu leur attribues le centre Jake O'Brien des Bulldogs de Brentford. Peut-être que même le fit pourrait être meilleur qu'avec Misa parce que c'est un centre hyper créatif. Avec Bédard, pardon. C'est un centre hyper créatif. La réalité, c'est qu'en ce moment, on a beaucoup de centres dans le pipeline des Blackhawks. Connor Bedard, Frank Nazar qui a joué à l'aile cette année et au centre aussi. Sacha Boisvert. Mais aucun d'eux n'a vraiment le profil de O'Brien. Exact. O'Brien, c'est un des joueurs les plus intelligents de ce repêchage-là. Au niveau de la création de jeu, même dans sa zone, il est pas mauvais. C'est un des plus imaginatifs. Puis avec les passes à bas pourcentage, c'est un des gars qui est capable de plus les faire, puis de les créer en manipulant le corps défensif. Donc, il est vraiment intéressant. C'est sûr, il faut qu'il travaille sur son patin, puis sur sa force. Mais il est 6 pieds 2, 175, 180 livres. Donc, il y a vraiment beaucoup de place à prendre la masse. Donc, le potentiel est vraiment énorme. Il y a beaucoup de choix pour Chicago au troisième. Puis moi, je suis allé avec lui parce que je trouve vraiment que son potentiel offensif est un des meilleurs de ce repêchage-là. Puis je trouve que ça serait vraiment un bon choix pour eux. Mais c'est sûr qu'il
qu'il y a Martone, qu'il y a Higgins, qu'il y a Frundell, donc Ouais. même Desnoyers. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup Ça de choix. s'ouvre après le deuxième rang. Hein. Ouais, exact. Si le un et 2 est un petit peu plus coulé dans le béton, on y va un petit peu plus de notre préférence au niveau du troisième rang. Ça pourrait très bien être O'Brien dans le cas des Blackhawks. On va remarquer aussi, alors qu'on va défiler dans ce mock draft, que les défenseurs de qualité sont en moins grand nombre que l'année passée. Hein. Ouais, exact. On en a moins. On a Schaefer qui est élite. On verra un petit peu plus tard. Il y a quand même des bons candidats. Mais l'année passée, c'était très affluent. Donc, je pense que les équipes qui ont ce besoin-là ne seront peut-être pas en mesure justement de combler ça, à moins de reculer pour finalement aller chercher autre chose. Rendu là, ça devient impossible de se projeter, mais c'est dans les possibilités, ça, effectivement. En quatrième position, une autre équipe qui a gagné le jackpot, là, parce qu'on a quand même eu une très bonne saison du côté de Utah Hockey Club à leur première saison. Maintenant, les Mammouths. Donc, dans le fond, pour une équipe des bas-fonds, c'était pas la bonne année pour terminer dans les dernières positions des associations et du classement, parce qu'une autre équipe qui a monté grandement au repêchage, c'est Utah. Et tu leur attribues Porter Martone. Dans leur cas, c'est pratiquement c'est la cerise un petit peu sur le Sunday, parce qu'eux aussi, on a beaucoup de bons espoirs. L'allié des Steelheads de Mississauga est un profil quand même spécial. C'est un gros bonhomme, 6 pieds 3, 207 livres, 98 points en 54 matchs. Il rejoindrait dans un sens Daniel Butt comme un gros espoir à gros gabarit de l'équipe, mais eux aussi, là, on est bien nantis avec certains jeunes qui sont présentement avec l'équipe et d'autres qui vont cogner à la porte bientôt. Là. Oui, exact. Ce qui m'intéresse beaucoup avec Martone à Utah, c'est que justement, c'est un profil qui est quand même recherché dans leur banque d'espoir. Ils ont Boot, ils ont Simochev qui est quand même grand, ils ont l'amoureux, mais à l'avant, ça manque un peu de gabarit. Martone n'est pas nécessairement un joueur qui va utiliser son gabarit, mais il a quand même du talent pour la création de jeu, puis son tir aussi qui est vraiment intéressant. Donc, faut juste qu'ils apprennent à tout mettre ensemble, puis à vraiment y aller plus nord-sud que vraiment y aller de finesse. Et que les bottines suivent les babines aussi, parce que il dit qu'il s'inspire de Corey Perry, de Dave Tkachuk, Ouais, mais il joue pas en tout comme eux autres. Il utilise les arbitres comme bouclier quasiment, tellement qu'il veut pas battre, là, qu'il veut pas se battre ou bien aller dans les échauffourées après le sifflet. Donc, c'est ce qui me gosse un peu avec Martone. Est-ce que 4 c'est trop haut? Je pense pas, parce que je pense que les équipes vont vraiment faire une projection dans son cas, puis ils vont lui donner 100 000 chances de se racheter si jamais il bosse un petit peu. Là. Donc, Utah, avec la banque d'espoir qu'ils ont, c'est un bon risque, je crois, quatrièmement. Et eux aussi, là, on a un certain besoin en défensive, malgré qu'on ait sélectionné la même année que David Rademacher. Dmitri Simachev, qui a justement annoncé dans les derniers jours qu'il allait rejoindre, qu'il allait faire le saut en Amérique du Nord, mais tout comme les Sharks, c'est un peu un manque dans leur... Si jamais il faut trouver un petit problème, un petit manque, il est là. Mais encore une fois, ça serait un reach d'aller chercher un défenseur à ce rang. Encore une fois, peut-être qu'on voudra reculer, qu'on voit cette sélection comme un bonus, mais aller chercher un profil comme celui de Porter Martone, c'est très alléchant. En cinquième position, ce sont les Prédateurs de Nashville. Et on est comme entre deux chaises du côté des Prédateurs. Là. Une belle saison l'année passée. On a surpris un peu en se rendant en éliminatoire. Très agressif dans le marché des joueurs en autonome. On a quand même quelques beaux espoirs. Aucun qu'on pourrait classer de élite, mais on a des besoins, surtout à la position de centre. Et la sélection de Anton Frundell ferait tout son sens parce que c'est exactement le genre de joueur qu'on aime à Nashville, des centres responsables. On dirait qu'on a toujours eu ça dans l'histoire des Preds. Là. Ouais, ça, c'est une équipe qui développe super bien les centres et les défenseurs. Puis on rentre dans un tier que t'as Frundell qui est là, t'as Higgins aussi qui est là, puis t'as Desnoyers. Donc, je suis allé avec Frundell parce que c'est une équipe qui quand même aime beaucoup les Suédois.
Il aime beaucoup les Québécois aussi à cause de JP Oui, Claude. Donc, effectivement, c'est pas c'est impossible vraiment qu'on est là. c'est vraiment, c'est pas évident, tu sais, d'annoyer avec les séries qu'il y a, parce que ça fait un bout quand même que j'ai fait ce mock draft-là, avec les séries qu'il y a, puis le Memorials peut-être qu'il pourrait sortir cinquième, tu sais, c'est vraiment ce tiers-là de Frondell, Higgins, puis Desnoyers, c'est interchangeable, parce qu'il y a trois équipes aussi qui pourraient très bien aimer avoir Desnoyers dans ses rangs, mais Frondell, c'est un gars qui est bon dans les deux sens à patinoire, un excellent tir sur réception également, un gars qui utilise son corps quand même bien, un gars qui vraiment qui a un bon centre de gravité bas, qui va utiliser son corps pour séparer le porteur de la rondelle, pour se créer de l'espace et tout. Il a joué en hockey Allsvenskan cette année. Ça a été difficile au début de la saison. C'est vraiment quand il est arrivé avec Victor Eklund Ouais. avec Joe Gardens, qui a commencé à vraiment bien s'en tirer offensivement. Il n'a jamais regardé en arrière par la suite. Donc, il y a le petit pitch de fin de saison, peut-être que va l'aider à sortir plus haut que ce serait arrivé si c'était en décembre, le repêchage, mettons. Et là c'est intéressant parce que de mentionner les trois centres qui sont clairement les meilleurs candidats à ces rangs-là, Frondel, Higgins, Desnoyers. Si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des prédateurs, ben c'est sûr qu'on a un Matthew Wood qui est dans le système, mais qui n'a pas l'aura de ces joueurs-là. Tout de même, avec un Frundel, pas qu'on se dissocie un petit peu de la sélection de Matthew Wood, mais on va cocher complètement des cases différentes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se pourrait. Puis du côté des prédateurs, on n'a pas hésité à piger en Europe récemment. Donc, je pense que tu parlais de JP Glaude, effectivement, je ne sais pas c'est qui le recruteur en chef européen des prédateurs, mais il a définitivement son mot à dire auprès de Barry Trotz. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir qui sera pigé dans cette sélection-là. Et sans surprise, la surprise, elle est là parce qu'il y aurait deux candidats pour les Flyers. Avant de mentionner qui est le choix que tu leur attribues, les Flyers aussi, on a des besoins spécifiques, principalement à la position de centre. Le centre numéro 1, lorsque Daniel Brière regarde son tableau de jeunes joueurs avec son équipe présentement, d'espoir qui s'en viennent, la case, elle est vide, le centre numéro 1. On a sélectionné l'année passée Jet Tuchenko, qui est d'un centre très responsable, un joueur de qualité, mais on le voit peut-être un petit peu plus dans le milieu de l'alignement, deuxième ou troisième. Donc, je pense qu'on viendrait on viendrait régler un problème qui est important, qui était vacant de leur côté, celui d'avoir le premier centre. Et qui dit premier centre dit un potentiel offensif très élevé. Et c'est peut-être pour ça que tu leur attribuais James Higgins, qui, les Frundell et Desnoyers étant des joueurs très, très complets et polyvalents. Higgins a peut-être le plus haut plafond, si on pourrait dire entre les trois. Ouais, c'est vraiment pour ça que je l'ai mis là. J'aurais pu mettre Desnoyers, évidemment, à cause de tout ce qu'il amène sur la patinoire au niveau des séries. C'est probablement le gars qu'on peut plus se projeter sur un top 6 en série. Mais je pense que les Flyers vont viser le meilleur potentiel offensif pour jouer Ouais. avec leur petit joyau Mishkov. Donc, c'est sûr que Desnoyers aussi, ça fit. Là. Mais ils ont déjà repêché Luchenko, qui est Absolument. un gars un peu plus défensif, two-way. Donc, y aller avec un joueur plus offensif en Higgins, je pense qu'au sixième, c'est un maudit bon pick pour eux. Donc, ils leur tournent quasiment dans les mains. Même si je suis pas le plus grand fan de James Higgins, faut respecter quand même son potentiel offensif. Peut-être que ça va juste prendre un peu plus de temps qu'on pensait avant de se rendre dans le national de hockey. Donc, je pense que les Flyers vont être capables d'avoir cette patience-là et de développer ce joueur-là. Donc, là, l'année prochaine il ne jouera plus avec Perrault et Leonard. Donc, il va peut-être pouvoir repartir à 9 si on veut. Puis je pense que l'année prochaine, s'il joue encore en NCAA, il va péter des scores. Et ce qui est intéressant ce qui amène un certain questionnement, il y a l'aspect un petit peu de proximité que les Flyers peuvent avoir avec Caleb Desnoyers. Donc, Daniel Brière connaît bien la famille Desnoyers. Le frère à Caleb, Elliott, a été repêché par les Flyers en 2020. Il évolue présentement dans la Ligue américaine. Donc, les Flyers savent à quel point, et c'est un travaillant, hein, c'est sûr, il n'y a pas le talent de Caleb, mais Elliott, c'est un travaillant. Donc, on sait quel genre de joueur on aurait. Je suis sûr que Daniel Brière l'a vu évoluer à maintes et maintes fois.
Donc, c'est pas impossible aussi. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va aller du côté du potentiel offensif. Mais si on a une préférence du côté de Caleb, je pense que personne ne va tomber en bas de la chaise non plus. Puis, tu sais, le fait que Desnoyers chute de 1 rang, c'est peut-être un wishful thinking que j'ai fait pour le voir tomber dans la prochaine équipe. Je te laisse introduire le prochain choix. Absolument, mais justement, je pense qu'on aurait une continuité extraordinaire si les Bruins sélectionneraient Caleb Desnoyers au 7e rang. Patrice Bergeron qui vient de prendre sa retraite et je ne veux pas les comparer. Je n'ai pas assez vu Desnoyers souvent pour émettre cette comparaison-là, mais dans le type de joueur qui est ultra fiable dans les deux sens de la patinoire, un compétiteur né. Je pense qu'il y a certaines similitudes à avoir là, évidemment, le lieu de naissance. Mais si on regarde un petit peu certains besoins des Bruins, là, on a des joueurs de qualité en Poitras, en Fraser Minton qu'on a acquis à la date limite des échanges, Fabien Lachelle. Mais encore une fois, aucun n'a le profil de Caleb Desnoyers. Juste avant de te laisser la parole, 84 points en 56, mais surtout 30 en 19. On a vu à quel point il a été dominant dans les éliminatoires. Et je pense que ça a été le récipiendaire aussi du joueur le plus utile pour son équipe. Et avant de gâcher un peu un punch potentiel, si jamais un Desnoyers pouvait remporter le titre de joueur par excellence de la Coupe Memorial, ben, tu nous le diras, mais peut-être que ta liste sera changée puis il sera peut-être plus disponible au rang numéro 7, là, à toi de me le dire. Ouais. Ça pourrait très bien. De 3 à 7, là, c'est vraiment un tiers en soi qui peut bouger énormément. Je serais pas tout étonné que Jake O'Brien tombe justement à Boston, puis que Desnoyers se ramasse plus à Chicago au début ou 5 puis 6. Là. C'est vraiment c'est des profils pas similaires, mais n'importe qui peut vouloir ces joueurs-là selon les besoins de différentes équipes. C'est ça, c'est vraiment interchangeable. Donc, mais quoi de mieux qu'un Québécois comme ça pour relancer Boston? C'est formidable. C'est pas une équipe que j'adore. Là. Le joueur que les partisans du Canadien voulaient avoir. L'organisation aussi. Je suis sûr et certain que l'organisation, s'ils drop 6-7, Desnoyers vont tout faire pour monter, pour aller chercher. Pas mal sûr et certain que ça va arriver. Donc, pas qu'ils vont essayer de transiger, mais qu'ils vont faire quelques appels pour essayer de monter. Parce que c'est ça, c'est un centre bon sur 200 pieds, il est excessivement physique, il a un bon lancer aussi, capable de créer des jeux. Il faut qu'il travaille sur son patin et sur son pace, mais il y a eu beaucoup d'améliorations cette année à tous les niveaux. Donc, ce genre de centre-là, tu le veux dans ton top 6, ça, c'est sûr et certain, en série, en saison, en pré-saison, partout. Définitivement. Au 8e rang, j'ai adoré ta sélection pour le Kraken de Seattle. Ça serait celle de Radim Mertaka. C'est un défenseur droitier tchèque de grand format, 6 pieds 6, très belle mobilité pour sa stature, mais le parallèle est intéressant. Il a joué sa fin de saison avec Seattle en WHL, dans la Ligue junior canadienne. Il a commencé sa saison en Tchéquie avant de faire le saut. Donc, c'est un jeune espoir qui connaît le milieu. Il faut dire, c'est un énorme besoin pour le Kraken. Là. En 4 repêchages, le Kraken n'a jamais sélectionné un défenseur plus haut que le 35e rang qui était Riker Evans en 2021. Donc, le fit est parfait. On a besoin d'un défenseur. On en a un qui joue déjà à Seattle. On ne peut pas avoir une meilleure histoire. Là. Non, exact. Le fit est trop facile pour pas le mettre là, si on veut. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est le meilleur défenseur après Schaefer, selon moi, cette année. Il va être repêché dans ces environs-là, entre 8 et 10. Donc, il n'y aura pas 2-3 défenseurs dans le top 10. Il devrait y en avoir juste 2. Ouais. Puis, Murka, la meilleure place, selon moi, c'est vraiment Seattle. Un gars hyper confiant. Il est arrivé en Amérique du Nord, à Seattle. Après une moitié de saison en Tchéquie, pas qu'on a ri de lui, là, mais l'année passée, il a joué quasiment toute la saison dans la meilleure ligue, dans l'Extraliga, ou une partie de la saison en Extraliga. Puis cette année, il était quasiment pas utilisé, puis il a été rétrogradé en U20. C'était un peu ridicule son traitement là-bas, parce que probablement qu'il savait qu'il voulait s'en venir au Canada. À Seattle, pas au Canada. Là.
Puis ben, il a fini par arriver, puis il a démarré ses chapeaux de roue. Ça allait Ouais. vraiment bien pour lui, mais tu sais, tu voyais pas toutes les lacunes, mais il voulait vraiment se prouver là, à ses coéquipiers, OK. aux recruteurs, aux partisans. Il en donnait au fond avec la rondelle dans sa zone, plaquait beaucoup aussi. Donc, il était un peu éparpillé, mais ça fonctionnait quand même, puis il s'est juste stabilisé à force la saison avançait et en série. Donc, il a vraiment pris les choses en main pour son développement. Donc, c'est un joueur vraiment à aimer. Tu sais, l'essayer, c'est l'adopter pour un meilleur cas sérieux parce que c'est ce genre de défenseur-là que tu veux dans ton top 4 là, pour à long terme dans ton équipe. Donc, Seattle, je pense, ferait vraiment une bonne acquisition en allant le chercher. Définitivement. Au 9e rang, c'est les Sabres de Buffalo. Et là, du côté de Ouais. Buffalo, on Mhm. se dit que sélectionner un espoir de plus ou de moins, rendu là, ça ne change pas grand-chose. On ne fait pas les séries, on les développe mal, on finit par les perdre. Mais reste qu'avec la banque d'espoir qu'ils ont, là, la quantité de jeunes joueurs euh, potentiellement prolifiques à l'attaque, là, on parle ici des Coolidge, euh, d'autres qui ont, et vous verrez le lien avec, avec ta sélection, mais d'autres qui ont plus petite stature, là, les Mhm. Oslund, les C'est Benson, ça. les Elenius, les Rosen. On a un potentiel de frapper un coup de circuit ici. Là. C'est un. Donc, de vraiment la sortir l'autre bord de la clôture. Ton choix s'est arrêté à Roger McQueen qui deviendrait du haut de ses 6 pieds 5 l'espoir à l'attaque le plus imposant du côté des Sabres. Mais ça vient avec un certain point d'interrogation à cause de sa blessure qui l'a fait manquer la très grande majeure partie de l'année. Donc, ça pourrait être vu comme un hit or miss, mais j'ai l'impression qu'on peut se le permettre du côté des Sabres. Vu qu'on a un tant d'espoir Mhm. à l'attaque, je pense que vraiment, s'il y a une équipe qui peut se permettre le risque, c'est eux. Là. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est mené. Ils n'ont pas l'air d'avoir de plan dans rien, dans leur recrutement, dans la construction de leur formation, dans les échanges, les signatures. C'est un peu nébuleux. Puis, tu sais, on a vu que là, avec les chances de Savoy contre McLeod, OK, peut-être qu'ils veulent avoir des profils un peu plus pour les séries. Je peux comprendre. Ils en ont plein des Savoy. Savoy est quand même intéressant, là. Et il demeure quand même le même profil qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'organisation, donc je pouvais comprendre l'échange. Ouais. Fait que là, il faut qu'on continue à diversifier les profils dans leur équipe. Puis McQueen, c'est vraiment un attaquant de puissance qui a quand même une bonne physicalité. Il a été blessé toute la saison. Il s'est reblessé au dernier match aussi, ou l'avant-dernier match de son équipe en série. On ne sait pas si c'est une nouvelle blessure ou la même blessure au dos. Donc ça, c'est un gros problème. Mais s'ils font leur devoir puis déterminent qu'est-ce que c'est, en fond, c'est un risque à prendre, ben allez-y parce que il y a un excellent lancer. C'est pas nécessairement le gars qui a le plus de hockey sense, dans le fond, qui a le plus de créativité, mais capable de manipuler le jeu autour de lui, mais quand même défensivement puis offensivement, c'est un gars qui connaît sa job sur la glace. Donc, avec tout ce qu'ils ont comme espoir en offensive, j'espère qu'ils vont y aller avec lui Ouais. et qu'ils vont pas tomber dans le piège d'un gars comme Martin, comme Bear, comme Eklund. C'est des joueurs intéressants, mais c'est toutes les mêmes affaires que les. Peut-être Martin un peu moins, là, mais c'est tout le même profil. Les petits joueurs de 6 Ouais. pieds, autour de 6 pieds, offensifs, un petit peu responsables, mais Ouais. faut qu'il y ait la diversité. Faut pas qu'il y ait des gars Rigueur, qui ça prend confondent. autre chose un peu. Là. Ça prend du papier sablé. Puis mais je pense qu'ils vont échanger le choix. Ça, Genre contre Peterson à c'est très, Vancouver. très possible. Hmm. D'où justement la grande quantité d'espoir qu'ils ont déjà. Au rang 10, j'ai l'impression que ça, tu me corrigeras si j'ai tort, mais que ça s'ouvre un petit peu à Oui, partir d'ici. c'est un autre tiers. Ouais. Les Ducks ont quelques besoins. Mhm. On va se le dire. Euh, Premièrement, la position de défenseur, et ce n'est pas un défenseur que tu leur as attribué, mais je pense que faut pas du tout balayer cette possibilité-là du revers de la main. C'est sûr qu'on a un Allen Zellweger qui a fait ses débuts cette année. On a un Tristan Luneau, Stian Solberg. On est quand même dans des profils similaires ici, là, de défenseurs un petit peu plus offensifs. Là. Solberg, c'est peut-être le plus complet de chacun d'eux. On a des joueurs qui sont des jeunes joueurs qui sont déjà implantés avec l'équipe, là, des Cotter Gauthier, des Mason McTavish. On a Beckett Seneca qui s'en vient. Mais tu leur as justement, tu viens de le mentionner, tu leur as attribué la sélection de Brady Martin, ce centre de 6 pieds des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. C'est un joueur qui est très, très physique, très talentueux.
J'avais vu une quote très intéressante qui disait que à voir à quel point ça serait effectivement ça, là, mais que non seulement que Martin était un des meilleurs distributeurs de mise en échec de la Ligue canadienne junior, mais qui serait potentiellement l'un des meilleurs de la LNH. Donc, ça reste à voir, là, mais c'est pour montrer que Martin mange les bandes et on n'a pas vraiment ce type d'espoir-là du côté des Ducks. Là. Oui, Mason McTavish est capable de se mettre un petit peu le nez dans la moutarde, mais c'est pas le meilleur. J'ai l'impression qu'on reste un petit peu sur notre appétit dans cet aspect-là du côté de McTavish. Côté Gauthier, c'est pas tout à fait ça non plus. Donc, certainement pas Travers Egress. Donc, ça viendrait compléter un petit peu cette belle brochette d'attaquants-là des Ducks. Là. Oui, exactement. C'est comme pour ça que je leur ai mis Brady Martin. C'est un gars qu'on voit vraiment dans le milieu d'une formation, très physique, responsable, ses 200 pieds. Quand il va de finesse, c'est là c'est un peu plus difficile pour lui, même si des fois il va te sortir des flashs offensifs, que tu fais comme de où ça sort ça. Mais quand il fait ça, souvent, il va comme on dirait se regarder jouer. Puis se dire, wow, je viens de faire ça. Puis là, il oublie de regarder autour de lui qu'est-ce qui se passe. Puis la rondelle, après ça, elle meurt. Mais quand il la met dans le fond de zone ou bien qu'il attaque les bons angles, les bons corridors, c'est là qu'il est vraiment efficace. Puis je pense qu'Anaheim vont adorer avoir ce profil-là dans leur banque d'espoir, dans leur alignement à long terme, avec tout ce qu'ils ont comme talent. Ça prend ça. Ça prend ce gars un peu plus papier sablé qui va raffermir un peu le jeu vers le nord-sud au lieu d'aller vers est-ouest. Je pense qu'il pourrait quand même essayer de monter au repêchage pour aller chercher Murtka, parce que je pense qu'à droite, ça manque en défensive. Un besoin, effectivement. Mais ça, c'est tout le monde manque en défensive à droite. Donc, Et justement, faisons ce lien avec la défensive, alors que tu mentionnais que vraiment, là, c'est assez clair que Schaefer et Murtka sont 1-2, mais le troisième qui cogne potentiellement à la porte de cette discussion des trois meilleurs défenseurs de ce repêchage-là, ben, c'est Jackson Smith, et tu le places avec les Pingouins au 11e rang, défenseur gaucher de 6'1" des Colts de Barrie. Pardon, j'étais en train de lire la ligne de Kashan Hutchinson. Défenseur gaucher de 6 pieds 3 avec Tri-City en WHL. 54 points en 68. C'est un profil qu'on n'a pas vraiment du côté des Pingouins. Là, on a sélectionné dans les dernières années des défenseurs comme Owen Pickering et Brunicky. Mais on n'a pas justement, aucun d'entre eux n'a le potentiel que Smith pourrait avoir. Là. Exact, je suis allé vraiment pour le potentiel. Tu sais, c'est un gars que toute la saison, il a une belle progression au niveau de sa prise de décision. C'est un gars qui utilise beaucoup sa mobilité, mais qui choisit souvent l'avenue la plus risquée, c'est la plus haut risque pour faire ses jeux. Puis je trouve qu'il s'est comme raffiné. Non, c'est ça. Ah, s'il est encore là. Il est comme raffiné un peu sa prise de décision au travers de la saison. Ça s'est comme amélioré en série aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai bien aimé au cours de la saison de Jackson Smith, parce qu'au début de la saison, c'était plus difficile, il faisait plus de revirements, des pertes de rondelles inutiles, des plaqués tentés complètement ratés. Donc, il y a comme absolument tous les profils, ce gars-là. C'est un gars vraiment rapide, bon transporteur de rondelles, capable de s'impliquer physiquement. Défensivement, c'est un chantier en construction, mais il était capable de faire des grosses minutes cette année pour le Tri-City, en série aussi. Donc, puis le long de la ligne bleue, il est capable de foncer au filet, de se créer de l'espace en utilisant ses coéquipiers à partir de la ligne bleue. Donc, il y a beaucoup de choses dans son profil. Fait que, tu sais, c'est un gars qui serait parfait à Nashville, en fait, pour se faire développer à Nashville, mais Pittsburgh, là, c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'ils vont repêcher. C'est vraiment difficile parce que qu'est-ce qu'ils font? On dirait on anticipe qu'ils vont un peu tirer dans toutes les directions. Justement, quelle trajectoire vont-ils prendre? Vont-ils échanger Crosby? Vont-ils échanger Malkin serait sur son départ, le temps aussi. Donc, effectivement, le Kyle Dubas, je ne suis même pas certain que lui-même toutes les cartes entre ses mains. Non, c'est ça, il décide pas à 100%. Voir comment ça va se dérouler. Pour le rang numéro 12, j'ai un peu gâché le punch avec Kashan Hutchinson tantôt. Ben, ça serait lui qui serait sélectionné par les Rangers. Donc, c'est clairement le défenseur le plus physique du repêchage. Il peut jouer extrêmement mean. Il amènerait du cœur et de la détermination là, à une équipe qui en a cruellement eu besoin cette année. Là.
Oui, exact. Ils ont quand même une bonne historique de repêcher des gars très physiques. Là. Ça remonte même à Dylan McIlrath dans le temps. Là. Vraiment une équipe qui va chercher les joueurs physiques en défensive vraiment tôt. Donc, si on regardait dans leur Hockey DB NHL Draft, là, Ouais. sérieusement, ça arrive vraiment souvent qu'ils vont prendre les joueurs défensifs physiques vraiment tôt. Il y a Puis, eu Schneider Ekison, récemment. Ouais. ouais, Emery aussi. C'est eux autres qui ont repêché AJ Emery. Il me semble que Je oui. pense que Mais oui. Miller, tu sais, McAndrew Miller aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment genre leur profil fétiche. Ekison, il a une très bonne saison, un très bon tir, un gars mature physiquement, mais tu sais, 6 pieds 1, c'est très bon. Mais est-ce qu'il va être capable d'avoir la même rudesse, la même agressivité dans le Ouais. national de hockey? Peut-être un peu moins, parce que Ouais. son space awareness, dans le fond, c'est vraiment sa position dans l'espace. Des fois, il y a de la misère un peu à prendre l'information autour, puis il se met en situation dangereuse. Les adversaires, ils ont peur de lui, fait que c'est pas tout le temps des joueurs qui vont aller le démonter, mais il faut vraiment qu'il fasse attention à ça, c'est pivot aussi. Ouais. Mais son profil, c'est facile à projeter dans le national de hockey. C'est vraiment facile. Puis, pour les Rangers, aller chercher un Carter Bear, c'est intéressant. Aller chercher des gars comme Justin Carbonneau, Jack Nesbitt, ok. Mais je pense qu'ils vont préférer y aller avec un choix pas plus sûr, mais un peu plus facile à projeter dans leur alignement, sauf s'ils l'échangent, là, Ouais, dans leur c'est bien alignement défendable. pour les séries. Ekison, s'il se développe vraiment bien, c'est exactement là que tu le vois. Donc, les gros défenseurs physiques, ça gagne les championnats. Absolument. Donc, On le voit à chaque année en série de la LNH. Et AJ Emery, c'est effectivement les Rangers. Plus que 3 rangs avant les sélections du Canadien. Et là, il y a beaucoup de partisans du Canadien qui vont être déçus, qui t'aimeront pas, mais les chances en sont que Carter Bear se rende au choix du Canadien sont présentes, mais moins, moins réelles, moins évidentes, un petit peu qu'on pouvait l'anticiper. Et tu les places au rang numéro 13 avec les Red Wings. Et encore une fois, on parlait de fit. Le fit est parfait. Là. mhm. On sait que c'est un très, très bon buteur qui est tellement efficace en échec avant, 82 points, donc 40 buts en 56 matchs. Ça s'ajouterait vraiment avec ce que les Red Wings sont en train de bâtir là, avec les Marco Casper et les Michael Bradson-Newgard. Donc, ça serait vraiment un choix de plus dans cet alignement qui, éventuellement, va être franchement difficile à affronter. Là. Oui, exact. En ce moment, Détroit, on dirait qu'ils ont de la misère à vraiment repêcher du talent offensif vraiment élite. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent des gars de deuxième trio, complets, rapides et physiques. Puis ben, moi, c'est un souhait personnel, parce que Détroit, c'est ma deuxième équipe préférée après le Canadien. Là. Puis ils ont pris Marco Casper, qui était mon boy de son Ouais. repêchage. Branson Niga, qui était pas loin d'être mon Oh, il y boy a de ce Matt. repêchage-là. Ouais, exact. Puis Bear aussi, cette année, c'est le boy de TSLH Espoir. Donc, c'est un joueur qu'on adore tous, que tous les partisans, encore une fois, c'est d'essayer, c'est de l'adopter. Là. En plus, il y a un nom incroyable. Là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Bear avec Casper puis Branson Nygaard. C'est comme, je sais pas, c'est un trio qui serait vraiment intéressant à voir jouer. Mais Bear bref, avec Demidov aussi, ouais, ça Bear serait avec quelque Demidov, chose. ça serait Demidov, comme ils disent en Russie. Ça serait vraiment intéressant aussi, oui. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est ça. C'est un joueur qui est un des meilleurs joueurs dans les deux sens de patinoire, euh, un des bons attaquants aussi au niveau de l'anticipation en échec avant. Très bon bâton en 1 contre 1 sans la rondelle. Offensivement, c'est un gars qui lit très bien le jeu, capable de faire des jeux spectaculaires aussi. C'est pas nécessairement le potentiel offensif de 80 points, 70 points, mais bien placé avec tous les impondérables qu'il a. Ben, son utilité dans un alignement est vraiment impressionnante. Ce qui est talent, c'est dans sa projection, c'est mettons, 6 pieds 180 livres, whatever. Ben, est-ce qu'il va être capable de jouer ce style-là dans le national de hockey? C'est là que pas un drapeau rouge, mais le petit questionnement. Puis Ouais, heureusement, sa blessure qu'il y a eu, parce qu'après Noël, il y a eu de la misère à produire offensivement autant qu'avant ouais. Noël, mais sa blessure, c'est pas une lacération complète Non, du talon d'Achille, mais vraiment, proche. pas partielle, mais une partie. Donc, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il n'a pas besoin de se faire opérer dans ce temps-là. Donc, je pense que s'il avait été une lacération complète, je l'aurais mis probablement 16 ou 17. OK. Mais vu que non, je le laisse au 13 à Détroit. Malheureusement, certaines équipes risquent d'être rassurées. Au rang 14, les Blue Jackets ont certains besoins. Là, possiblement
en défensive, oui, on a un Dante Matejchuk. On a échangé un David Jiricek récemment. Je pense que ça a été un constat d'échec cette sélection-là. Reste que le fait est que la position numéro 14, repêcher un défenseur alors que des Hutchinson puis Jackson Smith ne soient plus présents, ben on passe, disons que la qualité serait vraiment moindre. Donc, exactement. si on met de côté un petit peu le fait que on a sélectionné des Caden Lindstrom, des Adam Fantilli, donc des gros centres, on aurait besoin d'ailiers talentueux pour compléter ces gros bonhommes-là qui le sont aussi, mais avoir des joueurs un petit peu plus agiles, habiles. Et c'est pour ça que tu leur attribues la sélection de Victor Eklund, le Suédois. On en glissait un mot tout à l'heure. Mais ça serait exactement ça. Là. Il comblerait définitivement ce besoin-là. Là. Ouais, exact. Il y a beaucoup d'options, puis je pense à ce repère. Il risque de sortir plus haut. Fait que, au 14e rang, avec tout ce qui est sorti, puis encore tout ce qui est disponible, je pense pas qu'ils vont faire un reach en allant chercher Blake Fiddler ou ben Logan Insler comme défenseur. Ça serait une grosse erreur, selon moi, là, de passer à côté de quelques joueurs, dont Eklund. Fait que de viser la clôture avec un gars comme Eklund, c'est la bonne chose à faire à mes yeux. C'est un gars vraiment énergique. C'est un gars qui est capable de créer beaucoup d'offensives. Un bon tir, mais c'est plus un tir chaotique. C'est-à-dire qu'il va tirer de n'importe où. Là, avec son intensité, il va surprendre les gardiens parce que en manque d'équilibre, sur le bout de son bâton, en tournant en 180, en faisant 180, il va être capable de tirer au but. Alors qu'il est dans le coin de la patinoire aussi. Il est vraiment comme son frère, sauf qu'il a fait sa saison dans la Hockey Allsvenskan au lieu de la SHL comme William Eklund. Fait que, c'est un gars qui utilise son physique aussi, mais est-ce que il va être capable dans le national de hockey? Je pense que si on se fie à son frère, probablement que oui. Donc, des bonnes cuisses, quand même un bon centre de gravité, quand même capable de s'impliquer défensivement, mais c'est un gars attiré par la rondelle. Je pense que c'est un gars vraiment coachable, parce que son frère semble l'être à San Jose. Il a vraiment eu des bonnes saisons à date. Donc, je pense qu'à Columbus, ça serait parfait pour comme solidifier encore plus le talent offensif dans le top 9. Et le parallèle est intéressant et il faudrait possiblement anticiper une période d'adaptation moyennement rapide dans son cas. Là, donc, un saut en Amérique du Nord le plus tôt possible pour s'acclimater le plus rapidement possible justement au style de jeu nord-américain. Mais on le voit là justement avec William Eklund, ça commence à rentrer. Donc, ça pourrait être possible dans le cas de Victor aussi. Plus qu'un choix avant les sélections du Canadien. Et je sais qu'il y a plusieurs espoirs qui espéreraient le voir glisser jusqu'au rang 16 et 17. C'est Lyndon Lakovic que tu places avec les Canucks de Vancouver, là, ce gros allié de 6 pieds 4 des Moose Jaw de Warriors. Si certains ne font que regarder sa fiche HockeyDB, là, ils ne seront pas tant impressionnés. Mais il faut comprendre qu'après leur participation à la Coupe Memorial, Moose Jaw s'est retrouvé pas mal à sec, si on peut dire. Oui. Et du côté des Canucks, c'est un gros besoin parce que, mis à part Jonathan Lekerimaki, la banque d'espoir en attaque est presque nulle. On a beaucoup de bons défenseurs dans le pipeline, mais à l'attaque, avoir un potentiel ailier de puissance, ça serait très alléchant pour eux. Là. Oui, exact. C'est une équipe que je déteste personnellement. De la patinoire jusqu'à la banque d'espoir. Les décisions, c'est difficile depuis le début que les Sedins sont partis. Bieksa, Kessler, toute cette époque-là, c'est rendu plus ou moins alléchant les Canucks de Vancouver. C'est dommage parce que c'est quand même une équipe canadienne qui a eu des bons moments avec Pavel Bure et tout. Mais c'est ça. Lyndon Lakovic, c'est un gars que je souhaiterais aussi tomber jusqu'à la Canadienne de Montréal. C'est un gars de 6 pieds 4, très rapide, très, très, très rapide. Un gars qui est capable défensivement, un très bon fabricant de jeu, mais soft. Mettons, Dak cette saison qui plaquait pas et qui est tout en retard, mais Lakovic, c'est pas parce qu'il est tout en retard, c'est parce qu'il va juste pas. Fait que je sais pas si c'est un découragement ou si c'est sa mentalité de pas trop s'impliquer physiquement. Il faut que ça change. Fait que c'est un gars qui a un potentiel top 7, top 6, top 5 dans un très bon repêchage. Mais c'est le typique joueur qui a absolument tout, un tir incroyable aussi. Mais il y a le cordon qui traîne un peu dans l'eau sale.
Donc, c'est ça. C'est dommage, parce que je pense qu'il va vraiment dropper à cause de ça, mais s'il se développe, ça Il est va être capable tout d'aller qu'un chercher cette pic. physicalité-là. Ouais, Ah, juste je la trouve. constance. Juste la Ouais. constance dans de l'agressivité, là, tu sais, c'est juste ça changerait tout. Pour les choix 16 et 17 du Canadien, finalement, Kent Hughes ne s'en est pas caché. Là. Il recherche potentiellement un attaquant, un ou des attaquants euh, talentueux pour compléter disons, ces unités offensives, mais qui ont du caractère, qui peuvent jouer ce jeu physique-là, qui peuvent avoir cet aspect rugueux. Eh Mhm. bien, avec tes choix à 16 et 17, on vient cocher ces besoins-là. Je les mentionner, les énoncer en même temps. On parlerait ici de Justin Carbonneau et de Braden Coots. Yes. Certains vont sourciller un petit peu, potentiellement, en entendant le nom de Coots. Commençons avec Carbonneau, qui est le choix populaire. Mhm. Évidemment, c'est un joueur qu'on connaît bien. Il évolue à Blainville-Boisbriand, 89 points en 62. C'est un late, là. Donc, ça, je trouve ça encourageant dans son cas, puisqu'il a déjà 2 bonnes saisons dans la GMQ derrière la cravate. Là. L'année d'avant, c'était 30 buts, 59 points. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup de fougue, une bonne touche de marqueur. C'est exactement ce que le Canadien aurait besoin. Là. Oui, exact. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui aiment pas trop ça, prendre des lates, là, que le concept de late, c'est pas intéressant. Mais moi, quand c'est un joueur qui est en avance un peu sur les autres au niveau physique, puis qui joue juste une année dans la LHJMQ après son repêchage, puis après ça, qui va à Laval, et moi, je trouve que c'est vraiment une bonne Absolument, c'est chose. gagnant. Oui, si l'année prochaine, il joue avec l'Armada, qu'il se fait échanger, mettons, sauf s'il reste là, ou s'il se fait échanger une équipe qui va aller vraiment loin, ou si l'Armada vont vraiment loin, Ouais, ce qui est possible. c'est ce qui est très possible. Puis après ça, il va à Laval en 2027, non. 2026-2027, ouais. Ouais. Mais go for it. Il va avoir toute qu'une entrée en matière. Tu sais, oui, il va être la vedette, là. Puis ça risque d'être un peu tannant, mais c'est un bon kid. C'est un gars vraiment coachable. Puis on l'a vu toute la saison parce que défensivement, c'était pas ça pendant tout au début de l'année, puis même l'année passée. Puis il y a eu une très bonne progression. Son entraîneur, Turcotte, il l'a utilisé de plus en plus sur le piqué toute l'année. Puis même dans les moments importants aussi, parce que oui, il amène l'attaque, mais il était capable aussi de s'impliquer physiquement, puis d'être travaillant. Tu as vraiment vu qu'il a fait un effort là-dessus. Il y a sinon, il y a sinon le meilleur tir du repêchage sur Ouais. réception, même le tir du poignet. Il y a vraiment une bonne bine, là. Sérieusement, c'est vraiment Pas quelque de ça chose. de même. Non, c'est ça. Puis, c'est un gars qui protège ses coéquipiers, qui s'implique physiquement. Après, il sifflait aussi, il dérange l'adversaire, mais tu vois qu'il y a un peu de frustration aussi des fois. Tu sais, il se laisse emporter par ses émotions un C'est peu une mal fois de placé temps des en temps. fois. Ouais. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je l'ai vu sur place avec, mettons, à Chicoutimi. Puis, il y a certaines fois qu'il échappait à lui-même la rondelle en montée, puis qu'il criait après lui-même. Il disait Ah, t'as monté. Ah! Puis là, évidemment, tous les partisans, on entendait tout. Ah! À chaque fois qu'il y avait la rondelle, on criait Ouais. après. Fait que Frustration ça, mal placée un petit peu. Il faudrait exact. qu'il Manque canalise de un petit peu maturité. ça. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est comme tu donnes du gaz à l'équipe adverse pour te rentrer dans la tête quand tu fais Ouais. ça. Il a quand même scoré genre 2 buts, une passe dans ce match-là. Quand Là, il a même, ouais. répondu. Fait que c'est un gars qui est capable de répondre à ce genre d'affaires-là. Mais il faut que ça change. Faut plus qu'il y ait des frustrations, qui bourrasse un peu quand il rate un jeu ou que son coéquipier rate un jeu. C'est un gars qui est adoré dans son équipe. Puis qui a un peu tous les profils. Il est capable d'écrire l'offensive aussi. Fait que Ouais. il a absolument tout. Il faut juste Là aussi, qu'il avance, qu'il se développe comme il faut. ouais. Tu sais, mettons si on compare à Lakovic, si on compare à des gars comme Jack Nesbitt aussi, ou d'autres attaquants qui ont beaucoup d'habileté, qui ont le gabarit, whatever. Mais lui, c'est comme, il est un peu en avance sur eux, peut-être parce que c'est un late, parce qu'on voit un peu plus son profil que, tu sais, il a le caractère pour peut-être prendre le bon chemin. Fait que c'est pour ça que est-ce qu'il va sortir plus tôt, ça se pourrait, mais c'est le choix logique s'il est Ouais. disponible pour les Canadiens de Montréal. À mes yeux, sauf s'il y a des gars qui chutent, là, Glisse, ouais, comme exactement. McQueen ou ben genre Murtka, Bear, là. puis- Même Bear aussi, tu sais, c'est comme ouais. tu peux pas passer à côté de Carbonneau s'il est disponible. Et là aussi, je pense que le fit est absolument parfait. Le Ouais. deuxième choix, c'est un petit peu moins connu que Mhm. Carbonneau, définitivement.
De mon côté, j'ai appris à le découvrir et l'aimer au championnat du monde des moins de 18 ans où il a été extraordinaire, tant qu'à moi. Oui. C'est Braden Coots qui est coéquipier de Martika avec Seattle. Donc, un centre de 5 pieds 11, 63 points en 60. Tu l'as décrit comme un centre qui pratique un style professionnel et intense. Sa constance au niveau de l'effort le démarque autant offensivement que défensivement. Ma question pour toi, c'est où sont ces différences par rapport, exemple, à un Owen Beck? Est-ce que tu le vois avec un plus haut plafond offensif? Si oui, la sélection se tient. Sinon, est-ce que ça vaudrait la peine vraiment de choisir juste un deuxième Owen Beck? Ce que j'aime beaucoup de Coots, c'est que Beck, c'est un gars très athlétique, un gars rapide, puis efficace défensivement, puis en échec avant, ça se développe. Mais Coots, il fait tout à haute vitesse. Même si ses pieds vont vraiment vite, sa tête est capable de suivre. Beck, lui, c'est qu'avec la rondelle sur sa palette, faire des jeux dangereux ou faire des jeux offensifs, de la créativité, quand il est à pleine vitesse, c'est vraiment plus difficile. Mais je pense que Coots amène ça. En plus, physiquement, il s'implique. C'est un gars, c'est vraiment le moteur au fond, tout le temps. C'est vraiment quelqu'un qui est intéressant pour ça. Puis, dans les deux sens de la patinoire. C'est pas le plafond offensif le plus incroyable, mais je voulais mettre un centre pour les Canadiens de Montréal parce que j'avais aussi Jack Nisbet que je pouvais mettre aussi à cette place-là, que j'aime beaucoup. Mais le plafond offensif est peut-être moins élevé un peu aussi, puis que c'est pas qu'il y a des red flags, mais contrairement à Carbonneau, c'est qu'on sait pas quel bord qui va prendre encore pour l'instant Nisbet. Puis défenseur droitier. Avec ces deux sélections-là. Là. Oui, exactement. Puis Coots, tu sais qu'il est capable de jouer il va jouer dans le show. Sûr et certain qu'il va jouer dans le show, ce gars-là. Gros minimum sur une 3. Fait que, pour moi, c'est un choix idéal. Il y a plein d'autres joueurs qui pourraient être là. Malcolm Spence. Mais Spence, ouais. C'est pas un joueur que j'aime beaucoup cette année. Il a régressé, je trouve, cette année. Blake Fiddler, c'est un gars qui se bat avec la rondelle. Logan Hensler, c'est le joueur que ça me dérange un peu moins parce qu'il bouge vraiment bien la POC. Un gars très mobile. Mais avec ce qui était disponible, j'aimais mieux Coots. Donc, Kindle, mais un peu petit, même s'il est offensif, un bon tir. Reshny, même chose. Reshny, c'est mon boy. Reshny, je l'adore, mais 5 et 10. Ouais. Donc, tu sais, j'y tenterais de peut-être même monter avec un choix de 2 pour aller chercher fin première. Reshny. Ryabkin, c'est un russe, peut-être un problème de conditionnement physique, mais c'est une vraie peste, un gars très physique, ultra offensif. Et après ça, ben, un peu moins intéressant pour la 17e rang. Mais c'est ça, il y a plein d'options, tu sais. Est-ce qu'ils vont faire un reach? Je pense pas. Ils vont peut-être échanger aussi, mais je trouve que Coots, dans le sens de rapport qualité-prix puis de projection, c'est drette là. Je trouve vraiment que c'est un gars intéressant. Et ça serait intéressant de suivre vos listes pour voir à quel point il montera, parce qu'il risque de monter. Hein. De ton côté, tu l'avais 28e sur ta liste, 21 du côté de Simon et Seb, là, justement, sont moins de 18 ans, vraiment là, épater tout le monde. Mais ça complète un petit peu cet exercice de mock draft 2025. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec les mock drafts, c'est que demain, ben, on pourra changer d'idée sur quelques choix. Mais on a quand même mentionné, justement, là, même s'il y avait des changements sur la liste que tu proposes, surtout sur le hockey, même s'il y avait des changements, on a évoqué justement pour les équipes ben, les 2-3 choix qu'il pourrait y avoir. Et pour certaines équipes, là, le fit semblait trop beau pour être vrai, donc on y va avec ça. Mais c'est la beauté du mock draft que tout peut être changé et c'est vraiment nos projections. Vous nous avez entendu lors de la dernière heure y aller avec les banques d'espoir des équipes respectives. Et quel est le candidat qui pourrait le mieux se rajouter à ce bassin-là? Mais ça nous donne justement jusqu'à présent là, 17 sélections qui auraient tout leur sens. Donc pour ça, je pense que tu as fait, disons ton travail a bien réussi de ton côté, Pascal, et j'encourage les gens à aller suivre la liste du mock draft. Là, on a arrêté à 17, mais ça se poursuit jusqu'à 32. Et éventuellement, lorsque la liste sera finale, on va retrouver les profils des espoirs lorsque le guide sortira justement sur chacun de ces histoires-là. Avec beaucoup de travail qui reste à faire, encore une fois, dans les prochaines semaines sur cette liste mock draft.
Mais ça reste quand même excitant tout ça, j'imagine, de ton côté, là. Ah oui, c'est tout le temps le fun, la fin de saison, de faire genre, justement nos listes, puis le War Room aussi, dans le fond, c'est qu'on monte une liste consensuelle Ouais. entre les différents membres du TSLH Espoir. Après ça, la création du guide de luxe pour les Patreons, puis après ça, le guide pour tout le monde sur le site gratuit. Donc, il est gratuit aussi, lui, de luxe, et dès que vous avez un forfait sur Patreon, forfait à 2$ ou 4$, je ne me rappelle plus. Ouais. Donc, les fins de repêchage, c'est tout le temps le fun parce que tu te dis qu'aussi dans pas long, tu vas passer à la prochaine. Au prochain repêchage, tu vas pouvoir mettre tout en arrière. Exact, c'est ça. Ça fut un exercice qui n'est pas évident, même si c'est vraiment, même si c'est que pour le plaisir, on se prend pas trop au sérieux là-dedans. Non. C'est quand même assez périlleux dans le sens où je pense que tu as la capacité d'expliquer vraiment, parce que tu connais bien les espoirs, les choix. Donc, je pense qu'on peut tous y aller de notre propre liste de mock draft, mais je trouve la tienne très pertinente aussi. Tu connais les besoins des équipes, tu connais les espoirs. Donc, on jumelle tout ça pour avoir quelque chose de très intéressant et de très pertinent, selon moi. Donc, merci pour ce bel épisode, Pascal, de mock draft 2025 de la LNH. Encore une fois, donc, pour récapituler un petit peu pour les gens, donc les listes des membres du TSLH Espoir qui s'en viennent, là, la tienne, celle de Simon, celle de Seb, pardon. Beaucoup de profils aussi qui s'en viennent surtout sur le hockey. Tu en offres beaucoup. Simon Saint-Laurent risque aussi potentiellement de sortir les siennes. Donc, beaucoup de choses. TSLH Podcast, ces épisodes-là. De mon côté, je vais essayer aussi de faire un épisode spécial repêchage. Donc, du gros contenu dans le prochain mois. Vraiment très, très agréable. Donc, on souhaite que nos auditeurs un petit peu partout seront comblés de ce qu'on leur offrira. Et de mon côté, je suis très, très reconnaissant pour ta belle participation, encore une fois, au temps d'arrêt, Pascal. Merci pour ton invitation. C'est très apprécié. Puis on se revoit une autre fois. Alors, merci à tous d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.